Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Valeria, le Royaume. C'est un jeu qui a été édité en 2016 par Daily Magic Game après une campagne Kickstarter. Il vient tout juste d'arriver en français, traduit par nos amis de Lucky Duck Games. On doit d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Isaas Vallejo qui se joue de 1 à 5 joueurs. On a donc un mode solo inclus dans la boîte et les parties vont durer environ de 30 à 45 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire pour devenir le prochain roi du royaume de Valeria. C'est un jeu de construction d'engins et de gestion de ressources avec des cartes et des dés. Les joueurs vont avoir différents habitants dans leur royaume qui sont représentés par des cartes qui auront des valeurs numériques et à chaque tour de jeu, le joueur actif va lancer les dés et tous les joueurs pourront utiliser les résultats des dés ainsi que la somme des 2 dés pour activer les différentes cartes de leur tableau pour faire différents effets et générer des ressources et éventuellement marquer le plus de points. Ils pourront aussi aller combattre des monstres et aller construire des domaines pour pouvoir obtenir différents bonus ou des objectifs de fin de partie. Alors, Valeria, le royaume, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va construire un marché de cartes au centre de la table qui sera constitué de 4 rangées. Pour la rangée du bas, on va mélanger les cartes domaines et on va en distribuer 3 faces cachées dans chacun des 5 emplacements. On va par la suite retourner face visible la première carte domaine de chacune des 5 pioches. Donc ce seront les cartes qui seront visibles aux joueurs en début de partie. Les cartes domaines sont des cartes que les joueurs pourront acheter pendant la partie pour placer dans leur tableau de cartes, ce qui leur donnera des pouvoirs passifs. Pour les 2 rangées du centre, ce seront les 10 cartes de citoyens. On va prendre un exemplaire de chaque citoyen, de chaque numéro. Donc on aura un citoyen numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sur la même carte et 11 et 12 sur la même carte. Pour une première partie, on vous conseille d'utiliser les citoyens de base, c'est-à-dire le clerc, le marchand, le mercenaire, l'archère, le paysan, le chevalier, le scélérat, le champion, le paladin et le boucher. Il y a dans la boîte de jeu un deuxième exemplaire de chaque numéro pour pouvoir varier nos parties d'une à l'autre. Et pour la rangée du haut, ce sera les monstres que nous pourrons combattre pendant la partie. On va aller chercher 5 environnements différents de monstres en se référant aux icônes qui sont dans le coin des cartes. Pour une première partie, on vous suggère d'utiliser les monstres de la colline, les monstres des ruines, des forêts, de la vallée et des montagnes. Chaque pioche de cartes monstres, les monstres seront placés en ordre croissant de valeur de force. Donc le monstre le plus faible sera sur le dessus et le monstre le plus fort en dessous. Et en regardant le premier monstre de chacune des pioches, on va les placer de gauche à droite en ordre croissant de force. Donc ici le gobelin avec une force de 1, le squelette avec une force de 2, le trent avec une force de 3, le hibou ici avec une force de 4 et l'ours avec une force de 5. À côté du marché de cartes, on va aller placer des cartes épuisées. On va en prendre 2 par joueur. Donc ici, dans une partie à 2 joueurs, on en prendra 4. Et on va les placer face visible à côté du marché de cartes. Les autres seront remises dans la boîte de jeu. On va se faire des réserves avec les différents jetons. On aura les jetons de pièces, les jetons de force, les jetons de magie, les jetons de points de victoire et les jetons de multiplicateur si jamais on manque d'un type de ressources. Chaque joueur va débuter la partie avec 2 cartes citoyens de départ, une carte citoyen de départ de paysan et une carte citoyen de départ de chevalier. Ils vont les placer dans leur zone de jeu face visible devant eux. On peut remettre aussi aux joueurs une carte aide de jeu qui est recto verso avec la structure d'un tour de jeu ainsi que les différentes icônes qu'on retrouve à l'intérieur du jeu. Tous les joueurs vont débuter la partie avec 2 ressources de pièces d'or ainsi qu'une ressource de magie.
Les joueurs vont piocher 2 cartes duc, vont les regarder et vont conserver une des 2 cartes pour la partie qu'ils vont placer face cachée devant eux. Cette carte est un objectif de fin de partie qui peut nous donner des points de victoire. On va ensuite déterminer le premier joueur. C'est le dernier joueur à avoir combattu un troll à 2 têtes ou invoqué un démon du 3e cercle ou simplement le dernier à avoir tiré à l'arc. Si aucun joueur n'a fait une de ces 3 choses, on va simplement lancer un dé et celui qui aura le plus haut résultat sera désigné premier joueur. Il sera donc le premier joueur actif au début de la partie. Il va prendre le marqueur de premier joueur et il va placer les 2 dés devant lui. Une partie de Valeria le Royaume se déroule en plusieurs tours de jeu. À chacun des tours de jeu, le joueur qui est en possession des dés est considéré comme le joueur actif, alors que tous les autres joueurs seront des joueurs passifs. Au début d'un tour de jeu, le joueur actif va lancer les dés et tous les joueurs pourront utiliser les résultats des 2 dés ainsi que les résultats de la somme des 2 dés pour pouvoir activer les cartes qui correspondent à ces numéros dans leur tableau personnel. Les effets des cartes nous permettront d'obtenir différentes ressources ou de faire des transformations de ressources. Par la suite, le joueur actif va passer à la phase d'action qu'il sera le seul à effectuer et il effectuera 2 actions dans celle-ci. Par la suite, il va passer les dés à l'autre joueur qui deviendra alors joueur actif et on va continuer ainsi la partie jusqu'à temps qu'on atteigne une des 3 conditions de fin de partie. C'est-à-dire que tous les monstres ont été détruits, que tous les domaines ont été construits ou que toutes les cartes épuisées ont été placées dans les 2 rangées où il y a les citoyens. On va ensuite passer au décompte final des points et le joueur qui marquera le plus de points sera déclaré vainqueur et couronné roi de Valeria. Chaque tour de jeu se sépare en 3 phases. La première phase est la phase de lancer et elle sera exécutée par le joueur actif qui est en possession des dés. Il va commencer par lancer les 2 dés et on va observer ensuite les résultats. Si le joueur possède une carte domaine qui lui permet de manipuler les résultats des dés, il doit les activer immédiatement avant de passer à la phase suivante. Par exemple, s'il était en possession de la citadelle de l'aube dans son tableau de cartes personnel, on dit que dans la phase de lancer, il peut diminuer la valeur d'un des 2 dés de 1, donc il pourrait diminuer la valeur du dé ici et l'emmener à 4. Mais au début de la partie, les joueurs n'ont pas de carte de domaine, on devra donc travailler avec les résultats obtenus sur les dés. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase de récolte, qui pourra se faire simultanément tous les joueurs en même temps. Les joueurs pourront utiliser les résultats des dés, donc une valeur 1 et une valeur 5, ainsi que la somme des 2 dés, donc 1 plus 1 qui donne une valeur de 6, pour pouvoir activer les cartes de leur tableau qui ont les numéros correspondants. Les joueurs pourront donc activer les cartes de valeur 1, les cartes de valeur 5 et les cartes de valeur 6. Sur chaque citoyen, on retrouve 2 pouvoirs. Il y a le pouvoir de gauche avec l'icône avec un bonhomme, qui est l'icône du joueur actif. Et on a le pouvoir de droite avec plusieurs bonhommes, qui signifie lorsqu'on est le joueur passif. On voit que pour les personnages de départ, ce sont les mêmes pouvoirs qu'on soit actif ou passif, mais ce n'est pas le cas des autres cartes citoyens qu'on va acheter pendant la partie. Le joueur actif n'a aucune carte de valeur 1, donc il ne peut pas activer de carte 1. Pour le numéro 5, il peut activer son paysan, il va donc gagner une pièce d'or. Et pour la somme des 2 dés d'une valeur de 6, il peut activer son chevalier qui va lui donner une ressource de force. Et comme les personnages de départ ont les mêmes pouvoirs pour le joueur passif, il gagnera lui aussi une pièce d'or pour activer son paysan et une ressource de force pour activer son chevalier. Regardons un exemple d'une phase de récolte un peu plus loin dans la partie, lorsque les joueurs auront plus de cartes citoyens dans leur tableau personnel. Ici, on a le joueur actif qui vient de lancer les dés et qui vient d'obtenir un double 2 comme résultat. Les joueurs pourront donc activer la carte numéro 2, la carte numéro 2 une deuxième fois, et ainsi que la carte numéro 4 qui correspond à la somme des 2 dés. Pour notre joueur actif, il va donc activer son marchand 2 fois, une fois pour chacun des 2 résultats obtenus par les dés. Comme il est joueur actif, et c'est ce côté-ci, il a donc le choix entre 2 pièces ou 2 ressources de magie, puisqu'il y a une barre entre les 2 options, il doit en choisir une des 2. Disons que pour sa première activation, il va choisir les pièces, et pour sa deuxième activation, il va choisir la magie. Et maintenant, pour la somme des 2 dés, donc 2 plus 2 égale 4, il va donc activer sa carte d'archère. Mais on voit qu'il en a 2 dans son tableau personnel, donc les 2 cartes seront activées à l'aide de la somme des 2 dés. On voit que l'archère nous donne 2 ressources de force, donc comme nous avons 2 cartes, on va faire l'effet 2 fois, donc on va en récolter 2 pour la première carte d'archère et 2 pour la deuxième.
Alors que pour le joueur passif, ce sera un tour très ordinaire puisqu'il n'a pas de carte de valeur 2 ni de carte de valeur 4 dans son tableau personnel. Il ne peut donc pas activer aucune carte. Lorsque cela arrive, le joueur pourra choisir une ressource de son choix entre une pièce d'or, une ressource de force ou une ressource de magie comme compensation. Il va donc décider de prendre une ressource de magie puisqu'il n'a rien activé à son tour. On reçoit cette compensation lorsqu'on a un tour où on n'active aucune carte, qu'on soit joueur actif ou passif. Regardons maintenant les effets de toutes les cartes citoyens. Pour le clair, on va gagner 3 ressources de magie si on est le joueur actif et une ressource de magie si on est le joueur passif. Pour le marchand, le joueur actif va devoir choisir 2 pièces ou 2 ressources de magie et si on est joueur passif, on va gagner une pièce. Pour le mercenaire, si on est le joueur actif, on va gagner une ressource de force et une pièce. Et si on est joueur passif, on peut transformer une force en 2 pièces. Pour l'archère, on va gagner 2 ressources de force si on est joueur actif et une ressource de force seulement si on est joueur passif. Le paysan et le chevalier, on les a déjà expliqués. On a ensuite le scélérat. Si on est le joueur actif, on va gagner 2 ressources de force et 2 ressources de pièces. Tandis que le joueur passif, on va gagner une ressource de force et une ressource de pièces. Pour le champion, si on est joueur actif, on va gagner 4 ressources de force. Et si on est le joueur passif, on peut transformer une pièce d'or en 4 ressources de force. Pour le paladin, le joueur actif va gagner une ressource de force et 2 ressources de magie. Et les joueurs passifs pourront transformer une ressource de force en 3 ressources de magie. Et finalement, pour le boucher, le joueur actif va gagner 2 pièces d'or multipliées par le nombre de citoyens qui ont l'icône de l'artisan, qui est l'icône avec le petit marteau. Et si on est joueur passif, on va gagner 4 ressources de pièces d'or. Lorsqu'on a plusieurs cartes citoyens à activer dans notre tour de jeu, on peut les activer dans l'ordre de notre choix. Par exemple, si le joueur est un joueur passif et qu'il obtient le résultat pour activer son paladin, mais qu'il n'a pas de ressources de force pour pouvoir faire la transformation, si par exemple on avait lancé 4 et 6, son paladin s'active, mais il n'a pas de ressources de force, il pourrait donc prendre la valeur de 6 pour aller activer ses champions en premier, ses chevaliers plutôt en premier, ce qui va lui donner des ressources de force et ensuite il va pouvoir activer son paladin en deuxième pour effectuer la transformation. Une fois la phase de récolte terminée, on passe à la phase d'action. Celle-ci est seulement exécutée par le joueur actif, c'est-à-dire celui qui est en possession des dés. Ce joueur pourrait effectuer 2 actions parmi les 4 disponibles. Il peut, s'il le veut, effectuer 2 fois la même action tant qu'il ait les ressources pour en payer les coûts. La première action possible est simplement de gagner une des 3 ressources, c'est-à-dire soit une ressource de pièce d'or, une ressource de force ou une ressource de magie. La deuxième action possible est d'aller recruter un citoyen parmi les 2 rangées du centre de la table. Pour ce faire, on doit payer les coûts en or qui sont demandés sur les cartes de citoyens. Par exemple, si je veux recruter un clerc, on voit que le coût est de 3 et plus. Donc on a un coût de base de 3 pièces et le plus est le nombre de clercs que nous possédons déjà dans notre tableau de cartes. Comme j'ai déjà 2 cartes de clerc, ça me coûterait donc 3 plus 2, ça me coûterait 5 pièces pour recruter un 3e clerc dans mon tableau personnel. On voit ici que j'ai seulement 3 pièces. Par contre, j'ai des ressources de magie qui sont des jokers. On peut donc utiliser des ressources de magie pour remplacer de l'or ou de la force, mais on doit au minimum jouer une ressource du type qu'on a besoin. C'est-à-dire que je pourrais jouer 2 pièces d'or et utiliser mes 3 ressources de magie pour me rendre à 5 pour pouvoir recruter mon clerc. Ou je pourrais payer 3 pièces d'or et prendre 2 ressources de magie pour me rendre à 5, ce qui me permettrait d'acheter une 3e carte de clerc. Et on va la placer par-dessus les autres pour montrer qu'on a 3 exemplaires de ce citoyen. Si jamais on achetait le dernier exemplaire d'une carte citoyen, à ce moment-là, on va prendre une carte épuisée et on va la placer à sa place. Et si toutes les cartes épuisées sont placées dans le marché, à ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie. La 3e action est d'aller terrasser un des monstres sur le dessus des 5 pioches de monstres. Les monstres vont prendre soit des ressources de combat ou des ressources de combat et de magie.
Donc, je pourrais décider d'aller combattre le Trent, par exemple. On voit qu'il a une force de 3. Donc, je pourrais payer 3 ressources de force ou je pourrais payer 2 ressources de force et prendre ma magie comme 3e. Donc, la magie peut aussi compter comme un joker pour vaincre les monstres tant qu'on ait au moins une ressource de force qui est jouée. Donc, si je vais dépenser 3 ressources de force tout simplement, je vais vaincre le Trent et on va aller chercher la récompense au milieu de la carte. Donc, il me donne une pièce et une ressource de magie comme récompense. On va ensuite prendre la carte et on va aller la placer dans notre pile de victoire, face visible dans notre zone de jeu. Et on va révéler le prochain monstre de cette pioche. Les monstres vont devenir de plus en plus forts à chacune des pioches puisqu'ils sont placés en ordre croissant de puissance. On voit aussi les valeurs en mauve qui sont des valeurs de points de victoire que ces monstres vont nous donner lorsqu'ils sont dans notre pile de monstres tués. Les joueurs n'ont pas besoin de prendre des jetons de points de victoire, on va simplement cumuler les points sur les cartes dans le décompte final. Et finalement, la 4e action possible est d'aller construire une des cartes domaine qui est face visible dans le marché. Il y a 2 choses pour construire une carte domaine. Premièrement, on doit avoir les prérequis qui sont établis par les icônes de rôle qu'on retrouve sur les cartes de citoyens. Par exemple, si je veux construire la citadelle de l'autre, je dois avoir une icône d'artisan et 2 icônes de soldat parmi tous mes citoyens dans mon tableau personnel. On voit que j'ai les prérequis car mes 2 archers ont des icônes de soldats et ici mon marchand a une icône d'artisan. Donc j'aurai les prérequis pour cette carte. Deuxième chose, on doit payer le coût en or indiqué qui est ici de 11 pièces d'or. Donc, si j'avais 11 pièces d'or ou si j'avais des pièces d'or et des jetons de magie, on peut encore utiliser les jetons de magie pour remplacer des pièces d'or tant qu'on ait au moins une pièce d'or qui est jouée pour faire l'achat de notre carte domaine. Lorsqu'on achète une carte domaine, on va aller la placer dans notre zone personnelle et on va avoir maintenant son effet qui va être actif pour le reste de la partie. Certains domaines ont aussi des pouvoirs qui sont instantanés. On va donc gagner ce qui est écrit sur la carte. Ces cartes vont aussi nous donner des points de victoire en fin de partie, ce qui est indiqué avec l'icône mauve. Et lorsqu'on a terminé de construire notre carte domaine, on va simplement révéler la prochaine carte face visible. Et lorsque le joueur actif a effectué ces 2 actions, à ce moment-là, on va passer à la 3e phase, qui est la phase de fin de tour. On va vérifier si on a atteint une des 3 conditions de fin de partie. Et si ce n'est pas le cas, on va simplement passer les 2 dés au joueur suivant, qui deviendra à son tour le joueur actif. Et on va débuter un nouveau tour de jeu. Et on va continuer la partie ainsi. On va alterner les tours de jeu actifs et passifs. Et on va le faire jusqu'à temps qu'on déclenche une des 3 conditions de fin de partie. C'est-à-dire que tous les monstres aient été terrassés, que toutes les cartes domaines aient été construites ou que toutes les cartes épuisées aient été placées dans les emplacements où il n'y a plus de citoyens à acheter. Lorsqu'on va atteindre une de ces conditions-là, on va déclencher la fin de la partie. On va continuer à jouer des tours jusqu'à temps que tous les joueurs aient été des joueurs actifs le même nombre de fois pour que les joueurs aient tous eu le même nombre d'actions dans la partie. Et ensuite, on va passer au décompte final des points. Les joueurs vont additionner les points des monstres qu'ils ont réussi à terrasser pendant la partie, les points des domaines qu'ils ont réussi à construire, les points qu'ils ont ramassés avec des jetons de points de victoire, et ensuite on va révéler notre carte de duc et on va marquer les points selon les 2 objectifs qui sont donnés par notre carte. On voit ici que ce personnage va marquer 1 point de victoire par icône d'artisan qu'on a dans notre tableau. Ça peut être autant sur des cartes de citoyens que sur des cartes de domaine. Et on va marquer 2 points par symbole religieux, encore une fois, qu'on a sur nos cartes personnages, ainsi que sur nos cartes de domaine dans notre tableau personnel. On a aussi un objectif qui va nous faire marquer des points pour nos ressources restantes. Ce personnage va marquer 1 point pour chaque 3 ressources restantes parmi l'or, la magie et la force. On voit ici que j'ai 5 ressources restantes, donc je marquerai seulement 1 point avec cet objectif. On va additionner tout ça ensemble pour faire notre score final et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur et couronné roi de Valeria. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le moins de cartes qui va l'emporter. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Valeria le Royaume. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Valeria le Royaume? Premièrement, on va regarder les côtés positifs
évidemment le visuel du jeu. Je pense que c'est un de mes artistes favoris, donc qui est Demiko, son surnom, qui est celui évidemment qui a fait toute la trilogie des Royaumes de l'Ouest, la trilogie de la mer du Nord notamment, et qui a fait d'autres projets aussi, mais on reconnaît sa griffe visuelle. Je trouve que c'est un style, il fait beaucoup de choses dans des setups fantasy, mais ça a un petit côté un peu fantasy dark, donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, ses illustrations. Ça me donne toujours le goût de regarder les jeux sur lesquels il a travaillé. Côté matériel, c'est quand même très bien. C'est essentiellement un jeu de cartes. Les cartes sont de bonne qualité, ont un petit fini de protection dessus. Et ce que j'aime beaucoup, les ressources en bois aussi, c'est le fun à manipuler, évidemment. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'insert de la boîte. On a beaucoup de place. Donc, c'est un jeu, évidemment, qui existe des extensions. Fait qu'on a de la place pour les ranger dans la boîte de base, ce qui est quand même intéressant. Et on a aussi fait des beaux séparateurs. Fait que vous allez séparer vos cartes. Elles sont toutes classées. Toutes les clairs ensemble, toutes les marches ensemble, etc. Fait que ça facilite grandement le temps de mise en place du jeu, parce qu'il y a beaucoup de cartes à placer sur la table. Il faut faire des choix. Quelle carte numéro 1 on veut utiliser? On a donc le choix entre deux, puis c'est ça pour chacun des numéros. Mais elles sont très bien placées avec les séparateurs et tout ça, fait que ça accélère le setup. Fait que ça, c'est chapeau pour les séparateurs et l'espace aussi dans la boîte pour pouvoir accueillir les extensions. Ils ont même fait aussi un petit promo pack avec les 6 packs de promo qu'il y avait eu pour le jeu qu'on peut avoir aussi avec la version française. Fait que ça, c'est super intéressant. Et évidemment, on a de la place pour ranger tout ça dans la boîte. Ensuite, le gameplay, c'est un jeu qui n'a pas de temps mort parce qu'on joue, qu'on est joueur actif, on est joueur passif, on va activer nos cartes quand même selon les résultats. Fait que ça, c'est intéressant. On s'investit même si on est le joueur passif. Tout ce qu'on ne fait pas, c'est la phase d'action en fait, mais c'est tellement pas long la phase d'action, c'est 2 actions. C'est acheter des cartes essentiellement, tuer des monstres, acheter des royaumes, acheter des citoyens ou juste prendre des ressources. Fait que c'est super rapide. Tu n'as pas besoin d'attendre longtemps avant de retourner dans l'action puis de réfléchir à tes affaires. Fait que ça, c'est vraiment un jeu qui a un bon tempo. Puis ça, peu importe le nombre de joueurs, que tu joues à 2, à 5, ça fonctionne vraiment bien avec un système comme celui-là. Le jeu aussi a une iconographie qui est quand même simple à comprendre sur les cartes. On a les couleurs avec les ressources qui sont de la même couleur sur les icônes des cartes. Fait que ça, c'était intéressant. On a aussi les petits signes de multiplication, d'addition qui sont assez visibles. Les effets des cartes sont faciles à comprendre. La flèche qui est une transformation. Donc, c'est des symboles assez classiques. Et ce qui est le fun avec la série Valeria, c'est que lui, le royaume, c'est le premier de toute la série Valeria. Ils ont fait 4 autres jeux dans le royaume de Valeria, dans le setup Valeria. Il y a justement les margraves de Valeria, il y a le village de Valeria, il y en a un avec des pirates, si je ne me trompe pas, et un que je me souviens plus. Bref, il y a plusieurs jeux dans cet univers-là. Et on a pris une iconographie qui revient d'un jeu à l'autre. Fait que le symbole de point de victoire va être le même dans les autres jeux et ainsi de suite. Donc si vous avez déjà joué à des jeux de la série Valeria, c'est plus facile encore à comprendre l'iconographie. Et vice versa, si vous avez aimé ce jeu-là, puis que vous avez justement facilement assimilé l'iconographie, quand vous allez jouer à d'autres jeux dans la série Valeria, ça va être plus facile à prendre en main. Fait que ça, je trouve ça vraiment brillant, des jeux qui sont reliés dans un univers, mais qu'on utilise aussi la même iconographie dans plusieurs jeux. C'est un jeu de construction d'engin, que l'engin est le fun à construire. Donc c'est le fun de choisir les citoyens qu'on veut acheter, quel domaine je veux construire pour avoir tel pouvoir qui va bien faire une synergie avec tout ça. Fait que c'est très instinctif, puis c'est le fun à embarquer dans comment on va construire nos combos. C'est aussi un jeu, il faut qu'on réfléchisse un peu aux statistiques, parce qu'on lance toujours 2D. Donc est-ce que statistiquement, je sais que la carte 7 va revenir le plus souvent possible? Est-ce que je vais me chercher les cartes 7? Mais là, souvent, ces cartes-là vont partir plus rapidement parce qu'on sait que c'est le résultat qui revient le plus souvent. Fait que ça, en prendre en compte, regarder ce que les autres font aussi, ce que les autres ont comme engin, pour essayer d'avoir des trucs qui vont justement sortir un petit peu du lot, des choses qui vont nous donner une ressource en particulier. On va se spécialiser des fois à faire plus d'or, à acheter plus de domaines. D'autres fois, on va se spécialiser plus dans des combos pour faire de la force. On va aller battre plus de monde, faire des points comme ça. Fait qu'on peut quand même varier nos stratégies avec les cartes. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut varier nos parties d'une à l'autre. Donc, côté rejouabilité, c'est intéressant parce qu'on a 2 cartes de chaque valeur, 2 cartes numéro 1, 2 cartes numéro 2 et ainsi de suite. Fait qu'on peut mélanger tout ça ensemble. Et évidemment, quand on commence à avoir des extensions ou si on a le promo pack, là, on tombe avec 3, 4 modèles de chaque numéro. Fait que là, c'est encore plus intéressant. On peut varier encore plus nos parties. On a évidemment plus de cartes domaines. Il va y avoir des pouvoirs différents. On va avoir des cartes monstres qui ont des récompenses différentes aussi. Fait que bref, chaque partie va avoir quand même un petit feeling unique à chaque fois, parce qu'on peut vraiment tout mélanger ça ensemble pour changer l'expérience un petit peu à chaque partie.
Dans ce genre de jeu-là, c'est plate d'avoir un tour de jeu où on n'active aucune carte et qu'on gagne rien. On a quand même pensé à mettre une mini compensation quand ça arrive, donc on va gagner une ressource de notre choix. Fait que c'est quand même intéressant d'avoir cette petite compensation-là parce que c'est vraiment plate, un tour où on gagne rien. Sinon, côté interaction, mais c'est sûr que c'est un jeu qu'on fait généralement nos affaires, puis on n'a pas trop d'interaction entre les autres, outre le fait d'aller battre un monstre avec un autre joueur ou aller recruter une carte de domaine avec un autre joueur. Fait que c'est des interactions très indirectes. Mais on a certains citoyens qu'on peut mettre qui vont nous permettre des fois d'aller voler des ressources ou d'aller interagir un petit peu avec les autres. Donc, dépendamment du groupe de joueurs qu'on a avec nous autour de la table, on peut moduler cette interaction-là pour pouvoir en mettre un peu plus si c'est quelque chose qui nous intéresse. Sinon, pour les côtés négatifs, je trouve que son plus gros côté négatif, c'est vraiment niaiseux, mais c'est les fameuses tuiles de multiplicateurs parce que ça implique qu'il n'y a pas assez de jetons de ressources dans le jeu. À la fin d'une partie, on a un engin énorme, on fait beaucoup de ressources dans un tour de jeu, et même à 2 joueurs, on va manquer de ressources. On va devoir utiliser les multiplicateurs. J'ose même pas imaginer une partie à 5 joueurs. On va se casser la tête à avoir les ressources, à prendre des trucs pour compenser, parce que les ressources sont pas nécessairement en quantité limitée dans le jeu. Donc, on utilise ces multiplicateurs-là, mais c'est quelque chose que j'haïs manipuler, c'est compliqué, des fois on fait des erreurs justement. Peut-être on aurait pu faire plus de ressources évidemment, mais on aurait pu faire des ressources qui sont grosses, qui valent 5 ou 3 ou des choses comme ça. Je trouve que c'est plus facile à manipuler, puis on fait moins souvent d'erreurs que d'avoir des tuiles à côté qui vont x5, x10, etc. Quand on fait du change puis tout ça, c'est plus compliqué. Fait que ce petit côté-là, le fait qu'on manque de ressources, ça me tape un petit peu sur les nerfs, puis j'aime pas les tuiles de multiplicateurs, donc j'aime mieux un système avec des ressources peut-être petites et grandes, mais ça c'est vraiment une préférence personnelle. Sinon, bien évidemment, c'est un jeu avec des dés, donc c'est un jeu de gestion de ressources qui utilise des dés, donc des fois, c'est sûr qu'on n'a pas tant de façon de mitiger le hasard dans ce jeu-là, du fait qu'on va essayer de varier un petit peu nos citoyens pour justement essayer de s'activer un petit peu à chaque tour, de ne pas avoir trop de tours où on a seulement la compensation. Mais c'est sûr qu'il y a des parties, des fois, que la chance est moins de notre côté, donc il faut en être conscient dans ce genre de jeu-là. Donc souvent, des jeux de gestion, justement, on a moins de hasard à l'intérieur, alors que celui-ci en a quand même beaucoup. Somme toute, Valeria, le Royaume, c'est un jeu que j'adore. J'adore les jeux de construction d'engins, vous le savez, mais j'adore les jeux de gestion de ressources qui utilisent justement des cartes et des dés. Donc la combinaison des deux, je trouve ça super intéressant. Premièrement, ça fait changement du placement d'ouvriers, que c'est généralement dans les jeux de gestion de ressources, c'est souvent ça. Donc là, c'est plus dynamique, je trouve, on a des décisions quand même intéressantes, des combos le fun à construire, puis le fait qu'on reste tout le temps impliqué parce qu'on est tout le temps actif ou passif, mais on va quand même activer nos cartes dans le tour des autres joueurs. Fait que ça, c'est intéressant, on va se sentir investi tout au long de la partie. Je vais lui donner une belle note de B+, donc c'est un très bon jeu. Je pourrais même dire que c'est un très bon jeu d'initiation au jeu de gestion de ressources, parce que justement, l'iconographie est simple à comprendre, le fait que ça soit dynamique, les tours de jeu, le tempo est très bon, qu'on active tout dans les tours de jeu passifs, actifs. Donc c'est une belle dynamique, c'est un beau jeu facile à montrer. Puis comme il y a une part de hasard, bien, généralement ça laisse un peu plus de chance à un joueur qui est moins habitué dans un jeu de gestion versus un joueur qui est très expérimenté. Fait que c'est plus facile d'être compétitif avec des joueurs de niveau débutant et des joueurs d'experts autour de la table. Fait que c'est une très belle qualité pour un jeu de gestion. C'est évidemment un système qui nous fait beaucoup penser à Miniville, pour ceux qui connaissent, ou à Space Base, qui utilise un peu le même principe, donc de lancer des dés et d'activer un tableau de cartes. Je vous dirais que celui-ci se classe un peu entre les deux, côté complexité. Un peu plus complexe que Miniville, avec un peu plus d'options, un peu plus de choses à faire, et peut-être un peu moins complexe que Space Base, donc il se situe vraiment entre les deux. Donc très intéressant comme jeu. Donc allez voir ça, c'est disponible en français maintenant grâce à nos amis de Lucky Duck Games. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer une petite icône ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez notre contenu et que vous voulez nous supporter, vous pouvez aller visiter notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.